Chez moi, on ne parlait pas de mer. Juste mes parents essayaient de me dire, de me convaincre que la mer c'est quelque chose de dangereux. Parce que j'ai perdu des gens, ma soeur et mon petit frère, ils sont noyés. Du coup, des fois, j'ai peur. En même temps, ça me donne envie d'y aller, de découvrir. Alors non, pour l'instant, vous allez vous mettre de ce côté. Quand je le dirai, vous pourrez venir chercher chacun un questionnaire. Pour remplir ce carnet, vous allez devoir chercher les réponses dans les bâches. Alors vous pouvez aussi faire appel à l'animateur, aux gens du parc, si jamais vous n'arrivez pas à répondre. Pas large, pas large. Qu'est-ce que tu cherches comme réponse là Citer les 3 espèces de coquillages protégés à Mayotte. J'en ai vu hier. Depuis son plus jeune âge, Lorna tourne le dos à la mer. Ses amis, ses parents, son entourage l'ont toujours persuadée que la mer était dangereuse, qu'elle prenait les âmes et que si elle s'en approchait trop, elle disparaîtrait, elle aussi. Mais malgré tout, elle décide de s'inscrire à la classe écologique de son collège. Quel est le nom de cette pêche de loisir qui consiste à pêcher sans tuer le poisson? Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé la réponse là-dedans? Non. Donc en fait, la technique, c'est le no kill. En anglais, ça veut dire ne pas tuer. C'est ça le nom? C'est ça le nom, ouais. No kill. Ah ouais, c'est de l'anglais, c'est pas du tout. C'est juste on pêche le poisson, mais on le laisse en vie après, on le refait, on relâche. Donc le jive, ça. Tout le monde a trouvé, j'espère. Oui. Alors, chez moi, on ne parlait pas de mer, on ne parlait pas le fait que c'est important de protéger la nature, d'aimer la nature. Du coup, je ne m'intéressais pas. Vu qu'on ne m'enseignait pas, du coup, je ne m'intéressais pas. C'est pas la première année que cette classe existe. Et chaque année, on crée ce partenariat dans le cadre des petits fundis du lagon. Donc là, c'est la 3e classe. Donc il y a une centaine d'élèves qui ont été sensibilisés à l'environnement, l'écologie sur Mayotte. Pendant un an, la mer est à l'honneur. Lorna découvre cet environnement qui lui est inconnu. Donc aujourd'hui, on va plus axer la journée sur les déchets. Donc on va faire une séance de ramassage, mais avant ça, on va voir un petit peu quels sont les déchets qu'on peut trouver, lesquels sont recyclables, leur durée de vie, etc. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut me dire quels sont les problèmes que les déchets humains peuvent causer au milieu marin, sur toutes ses formes? Les poissons et les tortues peuvent confondre ça à de la nourriture et voilà. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça peut poser aussi comme problème du coup pour l'humain? Alors surtout avec les poissons, hein, pas avec les tortues. Parce que nous, les êtres humains, on mange les poissons, ouais. Alors que les poissons mangent des plastiques et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, le plastique, si le poisson le mange, qu'est-ce qu'il va le digérer? Il va le garder à l'intérieur de son corps? Oui, il va le garder à l'intérieur de son corps, après nous, on va le manger. D'où viennent ces déchets? De l'homme. Les déchets viennent de l'homme. Alors, ils viennent de l'homme. L'homme a une responsabilité. Donc, quel type de déchets tu as en tête? Plastique, feuilles. Alors les feuilles, est-ce que c'est des déchets? Alors oui, c'est des déchets, mais est-ce que c'est des déchets qui sont problématiques? Si c'est des feuilles, des palétuviers, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre qu'il peut y avoir comme déchets qu'on peut trouver dans les mangroves? Les couches. Des sachets, des couches, donc tout ce qui est aussi métallique, hein, les sachets en... Les plastiques. Les plastiques. Donc on va faire 3 groupes. C'est quoi? C'est groupe mangrove, groupe lagon et groupe quoi? Éco-geste. Donc toi, tu tiens bien, tu vas pencher un petit peu. Penche un petit peu, on va voir si notre système fonctionne. Donc là, normalement, il devrait y avoir moins de déchets et moins de boue. On va voir si ça marche. Qui veut
Ah, laisse la place à quelqu'un d'autre. Tu l'avais déjà fait toi avant? Regarde Rachimia qui s'est mis à côté de toi pour faire. Monsieur, c'est pas hâte. Donc on regarde bien, voilà, on regarde bien le phénomène. Donc tu commences bien du début. Stop, stop, stop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les palétuviers. Les palétuviers, les passes à linge retiennent une partie de la boue et des déchets. Il y a de plus en plus de déchets à Mayotte parce que les gens ne respectent pas, on ne met pas les déchets à la poubelle. Du coup, ça finit à la mer. Aujourd'hui, j'ai appris que grâce aux mangroves, ça retient la terre et les déchets. Et du coup, il y a moins de déchets et de terre qui va à la mer. Dans le quartier où je vis, il y a souvent des petits bagarres entre jeunes. Et c'est pas rassurant du tout de tout le temps être enfermé à la maison ou d'avoir peur de sortir. Mais une fois que je me retrouve face à la plage ou à la mer, ça me rassure. Je me sens vraiment en pleine nature. Surtout le bruit des vagues, ça me donne un côté apaisant. Et j'ai envie de me sentir vraiment, on va dire, libre. Je suis pas douée, mais j'aime la police. De toute façon, les tailles, on va faire comme on peut. De filmer, c'est la pause. La pause. On va faire une sortie lagon, on va découvrir le lagon et peut-être faire des plongées pour voir les dauphins ou d'autres poissons ou même les tortues. C'est vraiment un rêve qui se réalise. En face de nous, assez loin, à 200, hop là, vous avez vu? Il y a un truc noir en surface, assez loin, qui fait un peu des trucs blancs de temps en temps. Hop là, vous avez vu son aile? Hop là, voilà, c'est la raie qui est là, la petite Raymanta. Donc, elle est en train de manger, bouche grande ouverte. Wow. Coucou, ça va, ouais. J'ai vu ses yeux. Oui, merci. Oui, madame, il y a 2 personnes qui sont là. Allez, venez par ici, allez, c'est bon. Pourquoi tu prends les chaussures? T'as pas besoin, hein? Allez, prends-les quand même, allez, si tu veux. C'est bon? Vous allez venir avec moi. Et après, les 2 autres profs vont aller avec le groupe des bons. Ça marche? Qui n'en a pas mis? Lorna, pareil, tu essayes? Mais moi, j'ai pas brossé les dents ce matin. J'étais pas rassurée parce que nous, dans notre culture, on n'a pas trop l'habitude de faire des sorties bateau. Et surtout par les préjugés qu'on nous racontait au village, qu'il y a des gens qui meurent à la mer, il y a des requins. Donc c'était surtout lié à cause de ça. Quand j'ai mis la tête sous l'eau, ça m'a vraiment bouleversée parce que pour moi, je pensais que ce monde n'existait pas parce que je le voyais qu'à travers la télé. Je pensais que c'était plutôt des montages, mais le voir en réalité, c'était vraiment quelque chose de merveilleux.
je suis sortie de l'eau, j'étais fière de moi parce que j'ai pu affronter mes peurs. Eh les garçons là! Oh Mohamed! C'est pas le Club Med là? Oui, bah c'est pas non plus la peine d'en rajouter. Non, non. Bon. Alors, c'était bien ou pas? Dites-moi en levant la main ce que vous avez vu sous l'eau. J'ai vu un grand poisson bleu et avec des traits noirs. Ouais. Et j'ai vu les petits poissons aussi. Les petits poissons orange et rouge. Ok. Alors, dis-moi ce que tu as vu tout à l'heure dans l'eau, comme une star. J'ai aussi vu des corails, des poissons. Ils étaient de quelle couleur, quelle taille? Est-ce que tu as vu des gros poissons? Des petits poissons comme ça, ils étaient jaunes et noirs. J'ai vu des petits poissons de couleur jaune et noir avec des rayures blanches. Après, des coraux en forme de platier et... Des coraux tout plats? Oui. Quand j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai eu une autre vision de voir les choses. Et aussi, j'ai compris que certains préjugés nous empêchent parfois de voir la réalité ou la vérité. Non, tu sois ta sport en bois. Ah oui, il s'inquiétait de... Oui, je t'ai dit. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière parce que je vais enfin raconter aux autres ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a appris durant cette année de classe écologie et aussi les sensibiliser parce que c'est bien que moi j'ai appris et il faut aussi que je transmets aux autres ce que j'ai appris. Comme ça, ensemble, on pourra participer au progrès de l'environnement et au changement du climat. C'est à nous de changer le futur. À Mayotte, Tota, ça finit dans nos assiettes sans même nous rendre compte que nous mangeons nos propres déchets. Du coup, c'est important de préserver la nature. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce projet? Alors pour tout te dire, avant d'être à la classe écologie, je savais pas du tout, j'étais comme toi, je savais pas du tout ce que c'est que la nature, je m'intéressais pas beaucoup. Mais moi, vraiment, le pourquoi et le comment qui m'a poussé à inspirer à faire ce projet, c'est de découvrir, c'est d'aimer, de partager, l'envie de sensibiliser les gens et l'envie de découvrir et de protéger et participer aussi au progrès de l'environnement et du climat. Voilà pourquoi, le pourquoi et le comment qui m'a poussé à faire ce projet. Merci. Merci, de rien. Alors, Eliam, c'est bon, t'as fini? Oui, oui. Après avoir mis la tête sous l'eau, j'ai voulu tout comprendre, tout savoir sur les oiseaux, les mangroves, le lagon. Je suis attirée d'aller envers les associations environnementales de Mayotte tous les week-ends parce que vraiment, je voulais vraiment être certaine de ce que je voulais faire, mais aussi ça me permet de voir différentes choses. Et aussi, j'ai participé à un ramassage de déchets dans les mangroves. Ça se voit, les Maoris ne mettent jamais de chaussures pour entrer dans ces milieux. Ça, c'est... donc, les jeunes, vous m'excusez? Donc là, on va faire le nettoyage à l'intérieur de mangrove. Il est un peu risqué par rapport à ici. Donc le but, c'est de faire très attention, de bien mettre les gants. Il y a des huîtres dedans, des trucs blancs là. Donc il faut éviter au maximum de les toucher. On va aller. On va laisser les sacs ici. Comme ça, mes collègues, ils vont le prendre, ils vont les amener là-bas. Hein? Oui, Ganso Norengwa, radio.
C'est très difficile, les gens, de travailler en tant que bénévolat. Donc, du coup, on est obligé de trouver des moyens pour faire fonctionner l'association et protéger notre île, quoi. Parce que sinon, c'est laissé à l'abandon. Et si les gens comme toi ne se réveillent pas, il faut des gens comme toi, il faut des gens comme nous tous ici. La mangrove, là, c'est la baie de Boni, la plus grande mangrove de Mayotte. Elle faisait en 2005 vers 200 hectares. Mais là, on est à peu près 150, parce qu'on a perdu beaucoup, en fait. Aujourd'hui à Mayotte, les mangroves disparaissent peu à peu et la baie de Bouéni n'est pas une exception. Cet écosystème particulier entre la terre et la mer est indispensable pour le bon équilibre du littoral et des récifs coralliens. Réservoir de biodiversité, il joue le rôle d'abri pour la reproduction des poissons récifaux et la croissance des larves. La mangrove est également un rempart protecteur contre les fortes houles en formant une barrière naturelle. Mais aujourd'hui, l'érosion gagne du terrain et les racines ne retiennent plus la vase. Tu vois cette palétuvier là, ça c'est le palétuvier fleur en fait. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, là c'est le palétuvier qui doit bloquer tous les dangers qui viennent de la mer, toutes les vagues, toutes les tsunamis, charbaïnes comme on dit. Mais elle est malade, tu vois, elle est en train de mourir. Déjà tu vois les racines qui sont... Ça, normalement, tout ça, ça devait être sous terre, ça. Un petit souci, quand même, tu vois. Malheureusement, la terre est disparue, parce qu'il n'y a que des vêtements, que des... T'as vu, depuis tout à l'heure, là, on a fait plus de, je sais pas, on a 30 minutes, on a rempli 3 kayaks, on n'a même pas fait 2 mètres de là où on est. Donc, il n'y a plus de vase, c'est que des déchets, quoi, en fait. Tu jettes un déchet par terre, mais il va rester là toute ta vie, toute la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, ils vont rester là. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qui fait tout ça, les conséquences de tout ça sur la nature en fait. On a à Mayotte ici, il y a tellement de problèmes que la plupart de nous, on se dit qu'on a autre chose à penser qu'à l'avenir. Quand j'étais petit, j'habitais à Boni, chez ma grand-mère. Donc je venais ici à Tsimkoura pendant les vacances. Je passais mon enfance là, en même temps on jouait, notre terrain de jeu c'était la mangrove. Je suis parti à La Réunion en 1997. Quand je suis revenu en 2004, ça avait déjà beaucoup changé. Beaucoup changé. Il y avait déjà les maisons qui s'étaient construites. Il y avait la forêt qui était là, que je voyais là, qui avait complètement disparu. Beaucoup d'arbres, ils ont disparu. Il y avait une zone humide ici, qui a disparu. Et il n'y avait pas cette conscience de dire que voilà, il faut qu'on arrête. Donc c'est là où je me suis dit, peut-être faudra qu'on fasse quelque chose. Pendant 2 ans, Bouana Saïd Bouana consacre tout son temps et son énergie à la mangrove de son enfance. Il faut qu'on arrive à faire pousser. Il l'observe et tente de comprendre ce laboratoire à ciel ouvert. Donc là il a 3 mois là-dedans. Son but, lancer une grande opération de restauration de la forêt pour reboiser les zones dévastées par l'érosion. Plusieurs milliers de jeunes palétuviers voient ainsi le jour. Mais rien n'est simple. Et les échecs s'enchaînent. On a plein d'échecs, on a beaucoup d'échecs. Pour vous dire, en 2021, on avait réussi à planter à peu près 5000 palétuviers. À la fin de saison de pluie,
On a perdu presque 2500 palétuviers. 2500 palétuviers et tout ça. En fait, il nous fallait réfléchir pour trouver des solutions. Donc il fallait être là, saison de pluie, regarder qu'est-ce qui se passe. Mais la solution la plus importante, nous on n'a pas le monopole dessus, c'est les déchets. Face à cette problématique, Bwana souhaite impliquer les femmes du village, très investies dans la vie locale. Bonjour mesdames. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de vous, de votre soutien, pour mener à bien le combat de sauver la mangrove de Timkura. Depuis 1 an et demi, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup moins de déchets dans la mangrove, mais il en reste encore beaucoup à retirer. Vous avez également pu observer que nous avons planté des jeunes palétuviers pour reboiser les grandes zones disparues. Notre problème, c'est que pendant la période des fortes pluies, les rivières alentours ramènent toujours de nouveaux déchets qui proviennent de plus haut, de là-haut, là où certaines d'entre vous habitaient. Lorsque ces torrents de boue arrivent ici, remplis de déchets, ils détruisent une grande partie des jeunes pousses des palétuviers. On a perdu beaucoup à cause de la rivière. Mesdames, on vous demande et on vous supplie de nous aider à sensibiliser pour que plus personne ne jette dans la rivière. Je voulais également vous parler d'une deuxième cause de destruction des jeunes pousses de palétuviers. Certains d'entre vous ne comprennent pas notre combat. Nous avons observé des palétuviers qui ont été déterrés. Ce combat, je ne le fais pas pour moi. Ce combat, je le fais pour nous tous. Si la mangrove disparaît, nous n'aurons plus les petits poissons que nous pêchons chaque jour pour nous nourrir. Et ensuite, les vagues viendront frapper contre la côte et elles détruiront nos habitations. C'est pour cela que j'ai besoin de votre soutien. Votre combat est un bon combat. Nous allons vous aider. Nous devons tous prendre conscience de l'importance de notre mangrove. Au début, on était surpris de voir Bwana qui passait son temps dans la mangrove. Mais aujourd'hui, nous comprenons enfin pourquoi il fait ça. Là, aujourd'hui, quand ils sont arrivés, ils ont vu là où c'est arrivé, ils sont étonnés, ils sont inquiets. Là, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit faut planter, faut qu'on vienne vous aider. Donc, il y a cette réaction, c'est ce que je voulais. Donc, mais on espère que ça va jouer encore au-delà d'ici, quoi. Pas qu'ici, qui réalisent, mais en sortant d'ici, qui peuvent aller sensibiliser ou qui peuvent venir de temps en temps nous aider. Aujourd'hui, après 3 ans d'activité, Bwana a réussi à fédérer autour de lui. La maison de sa grand-mère est devenue le QG de son association. Prochaine étape, trouver des subventions pour financer son salarié en insertion et ses stagiaires. Salut. Ça va? Ça va bien. Et on est en train de taper votre truc là. Le courriel. On comprend pas. C'est compliqué pour moi. Par exemple, moi qui n'ai pas fait certaines études, de 2015 à 2020, on n'a fait que du bénévolat. Il n'y a personne qui était payé, il n'y avait aucun salarié dans l'association. Les actions se faisaient à 100% bénévolat. Ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas touché des subventions locales. Quand je dis locales, donc c'est que ce soit départemental ou commune. Donc il faut mettre les moyens, quoi. Il faut... Bonjour Fundi. Ça fait plusieurs années que je travaille sur la restauration de la mangrove de Timkura. J'ai beaucoup de mal à fédérer les villageois. J'aimerais qu'ils soient plus solidaires et que nous ayons le soutien de tous. C'est pour ça que je viens te voir aujourd'hui. Tu penses qu'on peut être à nouveau solidaire pour la protection de notre environnement ? Oui. Retrouver cette solidarité serait une bonne chose. Avant, elle était très présente à Mayotte.
Tout le monde s'entraidait. Nous étions dans le partage. Je trouve que la culture mahoraise se perd. Tu peux réussir à retrouver la solidarité entre les villageois, mais il faut que tu prennes en considération l'humain. Chacun doit y retrouver son intérêt personnel. Je trouve que la culture mahoraise se perd. Il n'y a plus de transmission. Et un pays sans histoire, sans culture, c'est compliqué et ça n'avance pas. Je veux bien t'aider. Je vais parler de ton combat pour tenter d'éveiller les consciences tout autour de moi. Bakar Eirami est un fundi, un sage comme on l'appelle ici. C'est un des derniers taxis piroguiers vivants de Mayotte. À l'époque où il n'y avait pas de route sur l'île, le seul moyen de transport pour rejoindre le nord était la pirogue en bois. Bakar faisait le taxi, un héritage qu'il a reçu de ses ancêtres. Pour moi, vivre sur une île, c'est vivre en osmose avec la mer. La mer nous nourrit. Elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Mais parfois, elle est surprenante. Elle me fait peur. C'est petit. Voilà, après plusieurs heures, ce que j'ai réussi à pêcher pour nourrir ma famille. Avant, une pirogue comme celle-ci était remplie de maquereaux. Quand tu arrivais à terre, tu déposais ton poisson et tu venais faire une deuxième pêche. Aujourd'hui, il n'y a plus cela. Tu peux rester toute la journée en mer sans trouver de poisson. Les choses sont vraiment devenues très étonnantes. Autrefois, le fait de se déplacer sur la mer au quotidien, les gens connaissaient la mer. Ils la voyaient, ils la touchaient. Sur la plage, il y avait toujours de la vie. Certains attendaient leur taxi-pirogue, d'autres réparaient leurs filets, les enfants jouaient sur le sable. Aujourd'hui, les plages sont sales et les hommes ont tourné le dos aux océans. J'ai peur en l'avenir du rapport de l'homme et de la nature. Odi. Karibu. Ewa. Mtwangu. Nijimama. Ça va. Nijagoni. Vole vole. Jisia. Fete to alhamdulillah. Ndola. Zava bo. Je wana fete. Wana nguvu zao. Sojani keti. Je suis venue te voir pour que tu m'expliques comment était la vie d'avant. J'ai amené de vieilles photos, des photos anciennes que j'aimerais te montrer. Ça, ce sont des pirogues ou des boutres? Ça, c'est un boutre, oui. Ils viennent de Mayotte. Oui, il y en avait ici. On peut dire justement que ces boutres étaient seulement pour le transport de marchandises et les pirogues pour le transport de passagers? Oui, effectivement. Mais les pirogues pouvaient également transporter un bœuf ou des bois de construction. C'était aussi un taxi. Est-ce que toutes ces choses-là rentraient dans une pirogue? Oui, c'est vrai qu'on arrivait à rentrer beaucoup de choses. Par exemple, une personne avait un bœuf et elle voulait le transporter. On attachait l'animal et on le mettait dans la pirogue. Une fois arrivé à destination, le bœuf pouvait enfin être libéré. Les piroguiers qui transportaient des marchandises gagnaient beaucoup d'argent? Certes, oui, on gagnait beaucoup d'argent, mais on ne travaillait pas tous les jours, car parfois la mer était très difficile.
À l'époque, quand on était piroguier, on pouvait gagner une somme de 150 francs par jour. Quelquefois même, il m'est arrivé de gagner jusqu'à 200 francs par jour. Mais tu sais, 200 francs, à l'époque, c'était vraiment beaucoup. C'était équivalent à 200 € aujourd'hui. Avec cette somme, tu pouvais acheter une montagne de marchandises. Cette personne était riche alors? Oui, c'était quelqu'un de très important, qui était très respecté dans leur ville et leur village. Du temps où la pirogue à voile était à l'honneur, une course de pirogue était organisée chaque année. L'événement rassemblait les meilleurs piroguiers de l'île, comme Bakar et Rami. Tombée dans l'oubli, cette compétition se voit aujourd'hui renaître grâce au parc marin de Mayotte. À présent, la course est ouverte à tous, quel que soit son âge ou son expérience. Et Rami est l'invité d'honneur. Moi, j'aime beaucoup cette course de pirogue. Je la considère comme un sport. J'aime beaucoup y participer. Cette année, j'aimerais avoir au moins la 2e place. Je viens chaque année, car c'est important pour moi de parler de la pirogue et voir autant de gens sur la plage réunis pour nos pirogues traditionnelles, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, vous êtes à la première course, vous aurez la chance de participer à la course avec Bakar Arimi, qui a un fundi. On l'applaudit. Donc vous l'avez peut-être croisé tout à l'heure, c'est celui qui a la pirogue à voile. Faites attention, s'il passe devant, il va très vite. Donc, Bakar, ça fait très longtemps qu'il fait la pirogue. Avant, il faisait taxi-pirogue dans le sud, quand la route n'existait pas encore. Et lui, il a une très bonne connaissance de la pirogue, etc. Donc si après vous avez des questions à poser, etc., il sera là, il n'y aura pas de souci. Il est là pour transmettre son savoir. Et c'est un peu son but aujourd'hui. On va faire une transmission de savoir avant la course. Allez, bravo Bakar. Au revoir Rémi. Allez, on est parti. Tu vois bien, il va tous les battre. Il va tous les battre. Tu vois, il prend l'énergie là. Le travail de piroguier, je l'ai appris de mes ancêtres. Maintenant qu'ils ne sont plus de ce monde, c'est un hommage pour moi de revivre tout ça. Je suis vraiment ravi d'être là et de voir tout ce monde réuni autour de la pirogue. C'est un grand événement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, On est bon. Pagayer est un sport que j'aime beaucoup pratiquer.
La première fois que j'ai participé à cette course, j'ai fini deuxième. C'est parce que je n'étais pas en pleine forme. Là, certes, j'ai fini troisième, mais j'espérais quand même vraiment gagner. Je suis malgré tout heureux. C'était une magnifique journée. Alors Fundi, qu'est-ce que tu penses de notre association? C'est bien ce que tu fais, mais les gens ne sont pas suffisamment investis pour participer à la protection de leur environnement. Ils voient cela comme des choses sans intérêt. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus consacrer du temps aux associations sans être payés. Alors que protéger l'environnement, c'est notre mission à tous. Nettoyer, faire attention à la nature. Fais. Et les autres, en te voyant, viendront te rejoindre. C'est ça la difficulté qu'il y a à Mayotte. C'est difficile pour nous de comprendre que cela n'est pas uniquement un travail qui doit rapporter de l'argent. Consacrer du temps à la mangrove, c'est le rôle de chacun. C'est le rôle de nous tous. Oui, à tous. Que tout le monde comprenne qu'il est important que nous en prenions soin. Bonjour, vous allez bien? C'est pour sauver les tortues, c'est pour s'intéresser sur l'environnement. Il y a les différentes espèces de tortues. Bonjour, c'est pour les tortues, sauver les tortues s'il vous plaît. Bonjour, c'est pour sauver les tortues. Et là, il y a les différentes espèces de tortues à Mayotte. Merci. Bonjour. Allez, s'il vous plaît, Anjami. Donc, hier, vous aviez travaillé sur des études locales pour essayer de voir ce qui se passait à Mayotte, à Madagascar, en Afrique du Sud, à La Réunion, aux Seychelles et au Mozambique, sur tout ce qui était gestion de l'environnement. Ok. Lorna, je l'ai depuis la 5e, 4e, puis 3e et cette année en première. Et je pense qu'on peut dire qu'elle est tombée amoureuse de ce qui est de la nature, l'environnement et la protection de l'environnement. C'est une élève qui est motivée et engagée. Elle fait énormément de stages. Elle avait réalisé des stages au parc marin et dans diverses associations de Mayotte sur la protection de l'environnement. La nature, l'environnement et toutes ces questions l'ont réellement transformée puisque aujourd'hui elle veut en faire son avenir et son métier plus tard. En fait, je voulais savoir, est-ce que les requins de Mayotte sont mortels, genre, comme ceux de La Réunion là? D'après ce que je sais, il n'y a jamais eu d'agression de requins à Mayotte, je suppose. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le lagon ou l'environnement? Oui, toute espèce a son rôle à jouer dans l'environnement, surtout les requins. Eux aussi, ils ont leur rôle à jouer dans le lagon. On essaye de faire 5 minutes de débat, même s'il y a du monde qui passe dans le couloir et des gens qui... Vous restez sérieux pour 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc Elibal, tu commences et tu nous lis la question, c'est parti. Face à la diminution de la biodiversité, quelles sont les nécessités de mettre en place des solutions et quelles sont les difficultés de leur mise en œuvre? C'est présent. Je vous écoute cette rangée, s'il vous plaît. On a remarqué qu'à Mayotte, les trucs les plus chers, c'est ce qui est durable. Les trucs les moins chers, c'est ce qui pollue la nature. Enfin, pour mettre en place des solutions pour notre planète, pour la préserver, on pense toujours à l'économie. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des trucs bio, on va dire. D'autant plus que
À notre époque, les trucs dits bio coûtent énormément cher. Les solutions, certes, ils sont difficiles à mettre en place, mais tout est possible. Quand on n'essaye pas, ça ne peut pas passer. Quand on veut, on peut. Et quand on veut, on peut. Allez les autres, vous venez s'il vous plaît. Vous pouvez continuer à faire des recherches sur les objectifs de développement durable. Et tout au long de l'année, on continuera à travailler là-dessus à travers les liens sociaux en France et dans le monde. Donc, on va aller là-bas là, mais venez par ici là, sortez d'ici, on va discuter un peu. C'est quoi qui te motive à continuer? Ce qui me motive à continuer, c'est que voilà, j'ai pas envie de perdre l'endroit où j'ai grandi. Parce que moi, j'ai grandi dans mon quartier. Comme je vois la terre, elle avance de plus en plus, je me dis, je dois continuer, je dois me battre pour garder mon quartier parce que ça fait partie de moi, ça fait partie... Voilà, c'est une partie de moi, donc je ne vais pas perdre mon quartier. C'est pour ça que je viens, c'est ça ma motivation. Moi, avant, je ne savais pas du tout que voilà, l'environnement se dégradait, mais c'est grâce aux autres, ils venaient et me disaient, tu sais ce qui se passe en ce moment, tu sais que... Et voilà, c'est grâce à ça aussi, c'est grâce à mon entourage. On en parle un peu, mais si ce n'était pas ça, bah, je ne serais pas une passionnée de la nature. Au début, c'était comme toi, je ne savais pas ce que c'est que l'environnement. Et quand on m'a parlé de la classe écologie, moi je me suis dit, je veux juste profiter des sorties, c'est tout. Mais une fois avoir fait la sortie bateau, ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Ça a fait une rupture du Lornade d'avant et du Lornade maintenant. Alors l'ancien, comment ça va? Merci d'être venu nous voir. Tu as vu tout ce travail? Je tenais à voir l'avancée de ton travail et venir discuter de la vie d'avant et d'aujourd'hui. On a commencé à nettoyer toute cette partie de mangrove. Et le travail que tu fais aujourd'hui, ça se passe bien? Dieu merci, ça s'est bien passé. Les déchets que j'avais décidé d'enlever sont déjà retirés. Mais je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Il y a 7 pirogues bien chargées. Et on est toujours au même endroit. J'ai entendu des gens parler de toi. Et je t'ai vu à la télévision lors de la course de pirogue. Je voulais savoir comment était la mangrove avant par rapport à aujourd'hui. Parce que j'ai entendu des gens dire qu'elle était grande. Elles disent, mais je ne sais pas si ces personnes l'ont vue ou disent seulement. Donc, je voulais savoir comment était la mangrove quand tu étais jeune. Comment étaient les choses et l'environnement par rapport à aujourd'hui. Déjà avant, les gens se respectaient. Ici, il n'y avait pas de poubelle comme maintenant pour jeter les déchets. Mais il n'y avait pas non plus de sacs plastiques. À l'époque, on ne jetait rien à la mer. On mettait les choses dans des sacs de feuilles de cocotier ou de feuilles de sisal. On mettait du riz, du manioc. Tu le prenais et tu le portais sur ta tête. Et on ramenait tout ça chez nous. Mais à l'époque, surtout, les gens se respectaient. Lorsqu'on voyait une personne, on la saluait, on la respectait comme notre mère ou notre père. On faisait cela pour que la personne nous souhaite d'avoir une bonne vie. En retour, on la bénissait. Moi, si je fais ça aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. On a des enfants, il faut penser à ces enfants-là. Moi, quand je raconte mon enfance, je raconte de beaux trucs. Aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui, les enfants, quand ils vont rencontrer leur enfance, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, quoi? Je te mordais, tu imagines ça, tu trouvais ça dans la mangrove, on disait c'était propre.
On est arrivé là. Ouais, c'était bien nickel. C'est bien pour l'environnement. Ah, ça. Oh, attention, je vais le faire. زين يفيرسي عليه. Ça te motive encore toujours de continuer dedans là? Oui. Hein, mais c'est bien encore. Parce qu'une fois qu'on voit ça, c'est vrai que nous, quand on fait ça tous les jours, on a tendance à désespérer un peu. C'est un travail sans cesse. Comment on peut survivre avec ce qu'on gagne. Et moi, c'est pas ça l'important, c'est pas ça. Donc tu veux travailler, tu veux sentir faire quelque chose d'utile pour dire. Soit tu es passionné par l'environnement, tu aimes la nature et tu vas faire ce métier. Sachant que des fois on prend plus de coups que des récompenses. Hein. Là tu vois, on a notre ancien qui est là, il y a la jeunesse qui reprend encore, c'est bien. Mais on sait que ça ne va pas se perdre en fait. Je ne suis pas scientifique, enfin j'aime pas le domaine scientifique, donc maintenant je me vois plutôt être juriste environnemental pour justement rappeler les codes de l'environnement. Avec toujours l'envie de convaincre le plus grand nombre, Bwana propose un rendez-vous aux jeunes du village pour démystifier les croyances. C'est bon? Allez, on grimpe. Donc vous allez voir la différence. Ici c'est calme, c'est apaisant. C'est ça la mangrove en fait. La mangrove elle est là justement pour nous procurer ça en fait, cette sensation de bien-être. Eux ils ne connaissaient pas cette zone, ils ne voyaient pas ici, ils ne sont jamais venus ici alors qu'ils sont juste à côté. La mangrove c'est un milieu auquel pour nous jusqu'alors c'était un milieu où il ne faut pas y aller, c'est un milieu qui était laissé à l'abandon, auquel il y a plein d'histoires des esprits qui existent et qui persistent, donc qui poussent les gens à ne pas y aller et justement à faire n'importe quoi sur le milieu, sur le site. Quand on était jeunes, quand on était petits, nos parents et nos familles nous disaient de ne pas venir ici au mangrove ou aller dans la forêt parce qu'il y a des djinns, il y a des trucs bizarres qui peuvent nous faire du mal comme ça. Après nous on avait peur de venir ici. Mais aujourd'hui quand je viens ici, je vois que c'est pas du tout la même chose, c'est notre environnement, c'est calme, il n'y a rien de méchant qui peut nous arriver ici. Au contraire, voilà, c'est bon. Dès qu'il y a les gros poissons qui attaquent, les petits rentrent dans les racines et justement ils sont en sécurité dedans. Du coup, regarde dedans là, les mtsonza là, comme on l'appelle chez nous. Il y a les bébés mtsonza ici là. Tu vois, il y en a plein. Si vous les voyez. Bwana, au début, quand je le voyais, il commençait à s'investir dans le truc, moi je voyais que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je trouve qu'il avait beaucoup raison et il ne fait pas ça que pour lui, mais il fait ça pour toute la population. Après, il faut continuer à suivre son exemple. Ça fait plaisir de voir que les enfants ils comprennent ce que je suis en train de faire. Et qui sont peut-être ou qui seront prêts peut-être un jour à prendre la suite pour continuer ce combat-là, qu'on puisse avoir des périodes de mangroves jusqu'à mes arrière petits-enfants. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Ça a changé, la mangrove est propre, les gens ici viennent se baigner,
Nos petits pêcheurs, le dépêcher des machines à laver, ils arrivent à pêcher 2-3 kilos de poissons. Le Mohamed Jarifa, la partie qu'on arrive à maîtriser, il y a quand même des résultats. Parce que la population se réapproprie et ils arrivent à voir un peu des choses qu'il n'y avait pas avant, qui reviennent petit à petit. Mais il y a du boulot, il y a du travail à faire encore. Lorna, Bouana Saïd Bouana et Bakar Eyrami, ces 3 défenseurs de l'environnement, chacun à leur manière, se battent pour la protection du récif corallien de Mayotte. Leur détermination, leur connaissance et leur engagement sont essentiels pour assurer un avenir durable à cet écosystème fragile. Ensemble, ils inspirent et mobilisent les Mahorais à agir pour préserver ce joyau naturel, car l'avenir du récif corallien repose entre nos mains.